Salam alaikum, Azzolvellaoun, bonjour. La France a commémoré aujourd'hui, 14 juillet 2014, sa fête nationale, sous le signe du centenaire de la Grande Guerre de 14-18. Elle a donc célébré la prise de la Bastille, date la plus symbolique de la Révolution française, qui annonça l'avènement de la République en démolissant la Bastille. Pierre par pierre, les révolutionnaires venaient de jeter bas la monarchie absolutiste française. La République des droits de l'homme venait de naître, sauf qu'il y eut loin de la coupe aux lèvres, puisqu'elle n'allait pas tarder à se transformer en Dr Jekyll and Mr Hyde, une république qui chante les vertus humanistes et universelles en même temps qu'elle les violera allègrement, en chantant qu'un sang impur abreuve ses sillons. Elle ne tardera pas à vite devenir une puissance coloniale qui asservira des êtres humains, qui les dépossédera de leurs terres, qui les réduira à l'indigence et à l'ignorance, et même qui les utilisera pour faire ses guerres, en s'en servant comme chair à canon. En 1914, elle enrôlera, entre autres nations, 173 000 Algériens, qu'elle enverra au casse-pipe, dont plus de 40 000 restèrent sur le carreau. Les autres, qui purent retrouver les leurs, ne furent pas accueillis en libérateurs par les colons qui occupaient leur pays. Loin s'en faut. Ce fut plutôt le 8 mai 1945, avec 45 000 morts, pour apprendre au reste des bougnoules que le fait d'avoir servi de chair à canon n'avait pas fait d'eux des hommes libres pour autant. Ce que tout le monde s'évertue à oublier aujourd'hui, côté français comme côté algérien, c'est que ces dizaines de milliers d'Algériens ne se sont pas engagés de leur plein gré pour défendre la puissance qui les colonisait, mais ils ont été enrôlés contre leur gré, souvent entre deux gendarmes qui menaient le pauvre paysan de son douar à la caserne où il allait être sommairement entraîné. Il n'était pas besoin de lui assurer une véritable formation militaire, puisque ces malheureux servaient juste de chair à canon. En ces temps-là de guerre de tranchées, quand un camp sortait de ses retranchements pour attaquer ceux d'en face, pour grignoter quelques mètres de terrain, on envoyait d'abord et en premier les bougnoules, les noirs et les bridés, pour subir le premier feu, les tirs nourris de mitrailleuses et de canons. Ce n'est que lorsqu'ils jonchaient le sol par couches entières et que le feu de l'ennemi qui les fauchait baissait un tant soit peu, que les soldats français bontins étaient lancés à l'attaque. C'est cela qu'il faut dire aujourd'hui. Il faut arrêter avec ces discours mielleux qui font passer ces malheureux paysans engagés contre leur gré pour des braves soldats qui s'étaient engagés avec bravoure pour aller défendre la mère patrie, celle qui leur faisait suer le burnous. Mais le grand problème ne se trouve pas du côté français. Après tout, la France commémore une guerre qu'elle a menée et qui lui a beaucoup coûté. Elle l'a faite comme elle l'entend, c'est son droit. Le problème, c'est du côté algérien qu'il se pose. Ce régime qui avait fait de la France coloniale son fonds de commerce, qui faisait semblant d'exiger une reconnaissance du fait colonial et des atrocités qu'il a commises, qui nous a rebattu les oreilles avec ses discours ronflants, pétaradants, qui faisait semblant seulement. Parce que dans les faits, la France est le meilleur allié et a toujours été le meilleur allié, voire le meilleur protecteur de cette mafiocratie qui tient l'Algérie. C'est la France qui a fait plusieurs essais nucléaires dans le Sahara algérien sans que le peuple algérien ait été mis au courant. C'est la France qui a toujours servi de principale plaque tournante pour le blanchiment d'argent des barons de l'oligarchie. C'est elle qui a autorisé, voire ordonné le coup d'arrêt du processus électoral de 1991. C'est elle qui abrite les fortunes de la plupart des barons algériens. C'est elle qui a exigé que le ciel algérien soit ouvert à son aviation pour aller tuer des Maliens. C'est elle, sur son sol, que plus de 2000 responsables algériens ou anciens responsables algériens, dont plus de 500 ex-ministres algériens,
dispose de résidences plus ou moins somptueuses, parfois dans des quartiers les plus huppés de Paris. C'est la même France qui a accueilli Bouteflika au Val-de-Grâce, puis aux Invalides, et qui a imposé sa réélection à tous les généraux algériens. C'est elle qui a fait de Saïd Bouteflika l'homme le plus puissant du pays, en brandissant la menace de scandales et de poursuites devant les juridictions internationales pour tous les généraux récalcitrants. Et c'est elle qui a imposé la présence de ces 3 soldats algériens et de l'emblème algérien dans le défilé d'aujourd'hui. Et ainsi, c'est toute une symbolique. La présence de ces 3 soldats du porte-drapeau et surtout des honneurs qu'ils ont rendus au chef de l'État français qui trônait du haut de sa tribune est un acte d'allégeance de l'armée algérienne à celui qui, il y a à peine 2 jours, avait reconnu le droit à Israël de bombarder Gaza en même temps qu'il condamnait vigoureusement le terrorisme du Hamas palestinien. Aujourd'hui, Monde d'Afrique, débat brûlant sur la participation de l'Algérie au 14 juillet par Hicham Aboud. TSA, défilé du 14 juillet, le ministre français de la Défense justifie la présence de militaires algériens. Al-Watan, un strapontin pour l'Algérie à la fête du 14 juillet. Avec nous aujourd'hui, Aboud Hicham, journaliste, et Iskandar Debbash, militant des droits de l'homme. Tous 2 sont à Paris. Aboud Hicham, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, Jamal. Bonjour à vous et à vos auditeurs, téléspectateurs. Merci, merci. Alors, vous y êtes allé franco de port dans cet article de Monde d'Afrique. Oui, mais contrairement à vous, mon cher ami Jamal, qui semblait vous en prendre à la France, moi je m'en suis pris à la famille dite révolutionnaire. Oui. J'ai compris votre manière de vous en prendre à la France, parce qu'après tout, la France défend ses intérêts, et on ne peut pas reprocher à quelqu'un de défendre ses intérêts, les intérêts de son peuple. Alors, d'abord, en parlant de droits de l'homme s'agissant de la France, c'est vrai que la France a violé les droits de l'homme pendant très très longtemps après la révolution de 1889. Cependant, la France a su rectifier le tir et aujourd'hui, beaucoup d'Algériens brimés chez eux, réprimés chez eux, bénéficient de la protection française des droits de l'homme. C'est-à-dire que la France respecte les droits de l'homme. Alors, la première question, comment se fait-il que la France invite un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui viole les droits de l'homme allègrement, qui fait dans la fraude électorale, qui impose un impotent, un malade au pouvoir, au vu et au su de tout le monde. Et la France sait très bien que ces élections, les dernières élections présidentielles ont été entachées de fraude flagrante. Et elle invite ces gens-là à défiler et à représenter l'Algérie. Et qui a répondu à l'invitation? C'est le président Bouteflika. Et quand je dis président Bouteflika, c'est son frère Saïd, parce que le président Bouteflika, il est avéré qu'il est incapable de réfléchir ou de prendre une décision à la moindre initiative. Et Saïd Bouteflika agit en vertu des accords du Val-de-Grâce qu'il avait passé avec les Hicham Aboud, je m'excuse de vous interrompre, on va revenir. Oui. Je voulais juste préciser que si je m'en prends à la France personnellement, vous avez bien raison de le souligner, c'est parce que la France est complice et les mêmes co-auteurs de ce qui se passe dans le pays. C'est elle qui impose un tel régime. C'est elle qui a imposé Saïd Bouteflika à la tête de l'armée algérienne et de tout le régime. C'est elle qui connaît le dossier de tout le monde. C'est elle qui a été complice de toutes les forfaitures qui se sont commises. Et c'est elle qui permet le blanchiment des formidables fortunes qui sont volées au peuple algérien. Oui, mon ami Jamal, je vais vous dire une chose. Quand la France permet le blanchiment d'argent,
ces Afriques, elles bénéficient de cet argent. Il n'y a pas de Pourquoi doute. voulez-vous qu'elles s'en privent? Deuxièmement, quand vous dites que c'est elle qui impose Saïd Bouteflika, non, Saïd Bouteflika s'impose parce qu'il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'homme pour lui faire face. Ces généraux galonnés qui viennent parader au ministère de la Défense et qui viennent parader en France pour acheter des biens, des locaux, des commerces, des hôtels, ces généraux galonnés font Saïd Bouteflika sa plaventrice parce qu'ils n'osent pas lui tenir tête parce qu'ils ont peur qu'il soit dégommé de leur poste. Donc Saïd Bouteflika, c'est pas la France qui l'a imposé, c'est l'absence d'homme qui l'a imposé, y compris la classe politique, y compris l'opposition, parce que personne n'a pris le taureau par les cornes et en allant mettre ces généraux devant leurs responsabilités pour leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites? Nous avons un président impotent. Allez consulter le site de Mouradia des FM, le site de la présidence de la République. Vous allez voir à quoi se réduit l'activité du président. Elle se réduit à recevoir des ambassadeurs et des ministres. Et par exemple, pour le mois de juin, il a eu en tout et pour tout six audiences. C'est tout ce qu'il a fait, ce monsieur. Et comment voulez-vous que ce monsieur vienne gouverner alors qu'il y a une armée, il y a des institutions, il y a une classe politique, il y a des opposants. Personne ne relève. On a été coupé. J'espère qu'on va vite retrouver Hicham Aboud. Je voulais juste préciser que audience, 6 audiences, mais quelles audiences? En fait, Bouteflika reçoit des gens, il a une oreillette comme la mienne ici, pour me signaler un incident. Par exemple, on va me dire maintenant que Hicham Aboud, on l'a perdu, qu'ils sont en train d'essayer de le rappeler. Et dès qu'ils le rappellent, ils m'appellent, ils me disent, voilà, Hicham Aboud est avec nous. Et donc, Bouteflika a la même oreillette, sauf qu'elle est plus performante que la nôtre. Elle ne se voit pas. Et le Bouteflika, quand vous le voyez parler, il dit par exemple « Bienvenue, monsieur l'ambassadeur ». C'est l'autre qui lui dit « Bienvenue, monsieur l'ambassadeur ». Et Bouteflika répond « Bienvenue, monsieur l'ambassadeur ». Mais il faut lui dire phrase par phrase, parce qu'il a perdu toute possibilité d'associer 2 idées, ou même d'entendre 2 phrases et de les répéter. Il faut lui dire phrase par phrase. Et donc, voilà le problème. Mais moi, je persiste à dire que la France a un rôle énorme dans ce qui se passe. Elle est complice, elle est co-auteure du crime qui est commis contre l'avenir de l'Algérie. Non seulement pour cette fameuse et bien commode raison d'État qu'on nous sort à chaque fois, mais aussi parce qu'ils se tiennent par la barbichette, en fait. Parce que autant la France a appris à faire chanter les généraux, elle les menace. En même temps, elle leur dit, bon, vous pouvez bouffer ce que vous voulez, mais vous ne bougez pas. Autant, il n'y a pas que la raison d'État. Le régime algérien arrose aussi les hommes politiques français. Ils financent leur campagne électorale. Ils virent des sommes faramineuses dans leur compte d'ailleurs. Et on vient de m'apprendre, comme je vous disais tout à l'heure, dans cette oreillette, la même qu'utilise Bouteflika, que Aboud Hicham est encore parmi nous maintenant. Enfin, parmi nous. Aboud Hicham, on vous a perdu un petit moment. Oui, il y a eu une coupure. Alors, pas une censure. Oui. Non, pas de censure chez nous. Ça risque pas d'arriver avec le Magharibi. Merci beaucoup. Ça ne risque pas, il n'y a aucun risque. Mais sinon, je disais à l'instant à Aboud Hicham qu'en fait, la France, ce n'est pas seulement la raison d'État. Moi, j'aurais compris si c'était que la raison d'État. On dit c'est normal, un pays, il pense à son économie, à son peuple, à son intérêt national. Ils s'en foutent de l'Algérie, qui se bouffent entre eux. Mais le problème, c'est que les hommes politiques français, certaines personnalités médiatiques, etc., sont arrosés à titre personnel. Les campagnes électorales sont financées. Il y a de l'argent qui glisse sous la table, des rétrocommissions qui sont concédées et virées dans des comptes secrets. C'est ça le problème. Oui, mais mon ami Jamal, quand quelqu'un vous arrose, vous êtes obligé de lui rendre la monnaie de sa pièce. Ah ben alors, qui est le fautif dans notre cas? Celui qui arrose ou celui qui est arrosé? Nous devons nous en prendre à celui qui arrose, c'est-à-dire nos gouvernants. N'oubliez pas que lorsque Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il a été reçu par Bouteflika pendant 5 heures. Je dis bien 5 heures.
Alors, ils avaient parlé de la conduite de Sarkozy et l'Algérie avait pris sur elle de financer cette campagne. Alors, je vais vous dire pourquoi on finance. Parce que dans les années 70, du temps de Ouali Boumdine, paix à son âme, l'Algérie jouait les troubles faits pour la classe française. Elle finançait les partis d'opposition et elle créait des problèmes pour le oui, mais elle a permis aussi les essais nucléaires français au sud, à Argan. Non, les essais nucléaires sont arrêtés à partir de 68, parce que n'oubliez pas qu'avant 68, les accords d'Évian imposaient à l'Algérie à ce qu'il y ait des essais nucléaires. Oui, c'était des accords. Excusez-moi, la base d'Ergan, la base de Masquibit, était entre les mains des Français pour une durée de 15 années. Et Boumdine a dénoncé les accords d'Évian à son retour de Moscou en 68. Donc, à partir de 68, celui qui a une preuve qu'il y a des essais nucléaires les ramène. Mais on ne parle pas dans le vide. Oui, mais Abou Decham. Nous ne devons pas la manipuler. Mais Abou Decham, Boumdine était président de 65 à 68. Et il aurait très bien pu refuser parce que ce ne sont pas les seuls accords d'Évian qu'il n'a pas appliqués. Il aurait très bien pu dire non aux essais nucléaires sur le sol algérien. Et en plus, on ne va pas faire dans la surenchère dans ces d'accord, et en plus, ça s'est fait dans le secret. Entre les mains des Français pour 15 ans. Ils devaient y faire ce qu'ils voulaient. La base de Messelkibi était entre les mains des Français. Ils devaient y faire ce qu'ils voulaient. C'était ça les accords d'Évian. C'est pour ça que Boumdine était contre les accords d'Évian bien avant leur dénonciation. Parce que par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Boumdine a dénoncé les accords d'Évian avant terme. Nous n'allons pas, c'est pas le sujet du jour, donc nous n'allons pas nous y attarder. Mais en tout cas, ces essais se sont faits dans le plus grand secret. Le peuple algérien n'en a rien su jusqu'à ces dernières années. Ce qui était tout à fait normal. Ce qui était tout à fait normal parce que c'était un territoire français à l'époque. Enfin. C'est bon, mais retournons. C'est un territoire français, il faut le savoir, il faut le reconnaître. Abou Decham, indépendance tranquille. Abou Decham, retournons à nos moutons, pardon, à nos soldats, à nos soldats qui sont allés rendre les honneurs à la tribune officielle où trône M. Mitterrand, qui a rendu qui a encouragé il y a 2 jours les Israéliens à se défendre, à riposter, et qui a dénoncé violemment le terrorisme du Hamas. Ce drapeau s'est incliné devant ce monsieur. Oui, Jamal, excusez-moi de vous dire que le président Bouteflika, puisque c'est lui qui est à la tête de l'État, a salué l'hommage rendu par la France aux soldats qui ont été engagés de force par la France comme chair à canon. Et à travers ce salut qu'il a adressé à l'ancienne puissance coloniale, il a cautionné la participation algérienne de manière directe pour dire à ceux qui avaient élevé un petit peu la voix pour dire « Ah, mais qu'est-ce qu'on fait quelquefois? Pourquoi participer à cette fête nationale française ?» Eh bien, il n'a pas salué, il n'a pas adressé un message au peuple algérien à l'occasion du 5 juillet, mais il a adressé un message au peuple français. Il a salué l'État français d'avoir reconnu l'engagement des Algériens en 1914, mais c'était cette France qui ne reconnaît pas des crimes coloniaux, des crimes de guerre commis pendant la colonisation. Et ça, Bouteflika ne lui a pas demandé. Autre chose, Abou Decham, que j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que moi, là, comme on dit en français, ma tête s'est arrêtée. Expliquez-moi comment l'Algérie ne fête pas sa propre fête de l'indépendance, le 5 juillet passé. Il n'y a eu ni défilé, ni festivités, ni même des drapeaux, ni même des lampions comme ils ont l'habitude d'en accrocher, ni même ces petites festivités avec une tarte et quelques limonades. Même pas ça. Ils n'ont rien fêté du tout. C'est à peine s'ils ont pris Bouteflika avec son fauteuil, la Alia, pour 2 minutes. Alors ils ne fêtent pas leur propre fête nationale. Ils ne défilent pas, ils ne font pas défiler l'armée, et ils vont défiler à Paris. Expliquez-moi. Oui. Alors, je vais vous expliquer. C'est très simple. D'ailleurs, j'ai relevé cela dans ma réflexion publiée dans Monde Afrique et dans El Watan d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la fête du 5 juillet se limite aujourd'hui à une journée
chômé et payé. Et que même l'activité qu'il a distinguée ces dernières années, à savoir la promotion d'officiers généraux de l'armée, ne se passe plus le 5 juillet, mais c'est passé le 3 juillet. C'est-à-dire qu'on n'a pas fêté le 5 juillet comme il se doit. Et donc, pas de défilé, pas de réception, pas de... D'abord parce qu'il n'y a pas de président, et puis ça ne dit plus rien. Pire encore, nous vivons c'est l'année du soixantenaire de la Révolution de novembre, c'est Jamal. Oui. Nous vivons l'année du soixantenaire. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler des moindres préparatifs, d'une commission de préparation des festivités? Rien du tout. C'est-à-dire que même le 60e anniversaire va passer inaperçu, comme l'a été le 5 juillet 2012, le 50e anniversaire de l'indépendance, qui passe pratiquement sous silence, en dehors d'un feu d'artifice. Et on a arrosé la presse étrangère, et d'ailleurs ça a fait scandale avec le quotidien Le Monde, de pages publicitaires, hein, avec la manne de la NEP. Alors je vais vous dire pourquoi. Bouteflika a un grand penchant pour la France. N'oubliez pas que Bouteflika, au lieu de décorer Madjer, Assad, Beloumi, Mesran, pour service rendu au football algérien, il a décoré Zidane. Et Zidane, une fois décoré de l'ordre du mérite national, au lieu de lui donner au moins le maillot du Real Madrid, pour ne pas insulter le président algérien, il lui a donné le maillot de l'équipe de France, pour lui dire qu'il est français et qu'il veut décorer un footballeur français qui a rendu service au football français. Ceci départ. Moi, je vais vous dire une chose. Bouteflika est français. Vous voulez dire dans l'âme? J'ai un document qui prouve que son père, Ahmed Bouteflika, était un sujet français. J'ai le document. Mais à l'époque, dans mon livre. Mais à l'époque, tous les Algériens étaient sujets français. À l'époque. Alors, il est français, oui. Alors, à l'époque, les Algériens n'étaient pas des sujets français. Rares étaient ceux qui étaient sujets français. Ils étaient rares. Ils étaient des indigènes. Moi, jusqu'à maintenant, je garde le certificat d'études primaires de mon père sur lequel est écrit indigène, certificat d'études primaires pour indigène. Il n'était pas sujet français. Le père de Bouteflika, j'ai un document où c'est écrit sujet français. Attendez, Abou Hicham, je vais vous préciser une chose. C'est peu que je me trompe, mais avant que soit décidé que les Algériens deviennent citoyens français à part entière, avant l'autodétermination, tout le temps, les Algériens qui disposaient du statut particulier, du statut indigène, avaient tous le statut de sujet français. Ils étaient tous sujets français. Tous les Algériens étaient sujets français. Pourquoi? Et d'ailleurs, c'était une sorte de contradiction énorme, paradoxe énorme, parce qu'on ne peut pas être sujet d'une république, on est sujet d'un royaume. Or, les Algériens étaient sujets algériens, tous les Algériens, pas que le père de Bouteflika. Mais sinon, je vais vous préciser quelque chose. Français musulmans. Oui, français musulmans. Oui. Français musulmans. Oui. Sujet français musulmans. Attendez, le père de Bouteflika avait la nationalité française. À Oujda, il était considéré comme français au Maroc. S'il avait la nationalité française, il était citoyen français, et non pas sujet français. Voilà. Oui, il était citoyen français. Là, d'accord, là c'est autre chose. Là, dans un autre, c'est écrit sujet français, mais il avait la nationalité française. S'il avait la nationalité française, il était sujet, citoyen. Bien. Voilà. Donc, en dehors de cela, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce que nous vivons les retombées des accords du Val-de-Grâce passés entre Saïd Bouteflika et les services de renseignement français. N'oubliez pas que Bouteflika, quand il a été au stade de Val-de-Grâce, il n'était pas assisté par les institutions de l'État, ni par les personnalités politiques, ni ministre des Affaires étrangères, ni ambassadeur. Personne ne l'assistait. Il était uniquement pris en charge par son frère, et son frère, à ce moment-là, discutait avec les militaires français, avec les... Vous savez, un chef d'État, quand il est hospitalisé, vous n'allez pas me dire que les services français vont fermer les yeux, non? Oui. Ils vont chercher à connaître le dossier, ils vont tout savoir. Et là, ils ont pris en charge Saïd. Et je te dirais encore mieux. En 2005, quand il a été hospitalisé, Zoroni, en même temps, avait subi une intervention chirurgicale pour une greffe rénale. Et Zoroni avait dit au chef du bureau social du ministère de la Défense à l'ambassade d'Algérie à Paris, lui avait dit textuellement, tous les militaires, quand ils viennent ici, nous les mettons sous écoute.
par les services français. Oui. Parce que ils avaient une dent contre les militaires parce qu'ils lui ont pas permis d'être ministre de la Défense, comme le voulait Bouteflika. Et Bouteflika a toujours un complexe de l'armée. C'était un long sujet à développer, mais textuellement, et cela m'a été rapporté par l'ancien chef du bureau social du MDN à l'ambassade d'Algérie à Paris, c'est celui qui s'occupait de tous les malades qui voulaient se soigner en France, où il avait dit tous les militaires sont placés sous écoute et viendra leur jour. Alors, les militaires qui voulaient se soigner en France par les services français. Voilà. Abou Deschem, nous allons devoir accueillir notre deuxième invité, mais je voulais juste vous dire, avant de vous laisser, que pour le 1er novembre qu'ils ne sont pas en train de préparer, peut-être qu'ils vont, comme ils ont fêté le 5 juillet, ils l'ont fêté le 14 juillet à Paris, peut-être que le 1er novembre, ils vont fêter la Toussaint à Paris. À la place. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va accueillir Faisal Mataoui. Faisal Mataoui, merci d'être avec nous. Merci Jamel, bonsoir. Merci, bonsoir Faisal, merci. Alors Faisal, que vous inspire ce défilé de l'armée algérienne, de la représentation de l'armée algérienne au défilé du 14 juillet? Vous savez, beaucoup de débats, en fait, beaucoup de questionnements. Moi, j'irai loin, enfin, j'ai essayé de m'éloigner de l'émotionnel et de dire, et la dénonciation, mais je dirais que finalement, ce genre de décision ne peut pas être prise comme ça, au hasard, à la dernière minute, sans aucune consultation, puisque on a appris en cours de route que 3 représentants de l'armée algérienne, c'est-à-dire l'armée de terre, la marine et l'aviation, sont présents aux festivités du 14 juillet. Bon, le président Bouteflika, tout à l'heure, dans un communiqué repris par l'agence APS, parle d'une reconnaissance de la France aux victimes algériennes de la Première Guerre mondiale. Mais le débat, vous le savez qu'il y a un débat en Algérie évoqué notamment par l'Organisation nationale des Moudjahidines, les anciens combattants, qui disent que les Algériens, lors de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire entre 1914 et 1918, n'étaient pas libres de leur action, puisque l'Algérie était un pays occupé. Absolument, absolument. Absolument. Et tous les historiens rapportent qu'il y a eu quand même 175 000 Algériens qui ont été emmenés en partie en force Faisal Mataoui, oui. Juste une précision. C'était une conscription obligatoire. Ça veut dire l'image de ces valeureux Algériens qui sont levés pour aller se battre pour la France, la mère patrie, c'est du pipeau. C'était une conscription obligatoire et il y a des archives pour le prouver. Enfin, il y avait une partie, Jamel, parce que selon les historiens, il y a eu globalement 175 000 soldats qui sont venus d'Algérie, 160 Sénégal, 000 etc. de Tunisie, 37 000 du Maroc, et une bonne partie qui sont venus aussi de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Bon, les historiens parlent aussi d'Algériens qui s'étaient engagés, 87 000 ou 90 000. Bien sûr, c'est un débat historique, c'est un débat entre historiens, parce qu'effectivement, ces Algériens qui avaient participé à la la Première Guerre mondiale, en grande partie n'avaient pas le choix de le faire, ils étaient obligés de participer. Certains sont morts, ils sont morts dans l'oubli. Mais on aurait aimé qu'en Algérie on ouvre ce débat. Le message du président Bouteflika, bon, il parle à la reconnaissance de la France, mais la reconnaissance pour quelque chose qui est déjà assez ancien, alors que le président Bouteflika lui-même avait demandé, je me rappelle, lors du premier mandat, que la France devait présenter ses excuses sur les crimes coloniaux commis durant l'occupation de l'Algérie pendant 132 ans, des crimes qui avaient commencé par les enfumades de Dahra, par les massacres de villages, par les terres agricoles brûlées, puis par les disparitions, etc. C'est des crimes coloniaux et jusqu'à maintenant, personne n'a entendu les Français présenter leurs excuses. Il est vrai que le président Sarkozy, lors de sa visite en 2007 en Algérie, avait parlé d'un système colonial injuste. Il y a eu aussi les déclarations de Hollande, mais disons que ce débat n'est pas encore clos. Et c'est pour ça que cette participation algérienne au défilé du 14 juillet suscite tant de commentaires et même de rejet du côté français, parce qu'on oublie que l'extrême droite française a été très très agressive sur la question
question. Bien sûr, l'extrême droite française cherche toujours des sujets pour attaquer aux Algériens, aux Maghrébins, aux musulmans qui sont sur le territoire français. Et donc là, c'est une occasion de s'attaquer donc à la présence algérienne qui est considérée comme un grave problème moral. Hein, on parle de grave moral. Donc c'est pour cela que j'estime que des décisions de ce genre ne peut pas être prises dans un cabinet présidentiel comme ça, loin de tout débat populaire. Mais d'après vous, Faisal, qui a pris cette décision? On ne le sait pas. On ne le sait pas parce que l'information a été confirmée du côté par le ministre des Affaires étrangères, M. Ramtallah Mamra. C'est lui qui a donc confirmé officiellement l'information. Ni l'armée algérienne n'a dit. D'ailleurs, étrangement, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée et vice-ministre de la Défense, ne dit rien. Il n'a rien dit jusqu'à maintenant, pas du moins à la population algérienne. Le président Bouteflika s'est contenté de se communiquer. Donc on l'a eu à travers l'APS, où il salue un peu cette reconnaissance. Mais finalement, on ne sait pas comment et dans quelle considération cette décision a été prise. Côté français, on nous a dit que la décision a été annoncée fin mai, a été prise fin mai à Alger, probablement lors de la visite d'un ministre français. J'imagine que c'est le ministre des Affaires étrangères français. Et si moi je vous disais c'est la France qui a pris la décision, qu'est-ce que vous me répondriez? Je ne penserai pas, je ne le penserai pas, je n'irai pas jusqu'à là, je ne dis pas que la souveraineté est à ce niveau de gravité. Je pense que c'est quelque chose qui a été pris en concertation, puisque peut-être ce qui atténue ce jugement, peut-être, c'est la présence de 80 autres pays, et 80 pays, parce que la question qui est mise en avant cette fois-ci, du moins du côté français, c'est la célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et c'est pour ça que l'Algérie est présente. L'Algérie ne participe pas parce qu'elle célèbre la fête nationale française, mais pour ce centenaire. Donc j'imagine que la France a appelé toutes les nations qui étaient sous occupation en grande partie à l'époque pour participer à cette guerre. Mais disons que moi personnellement, j'attends la réaction de l'Organisation nationale des Moudjahidines, l'ONM, qui est censée être la représentation de la morale des Moudjahidines, des anciens combattants. Il est vrai que M. Abadou a dénoncé cette présence, il a été le seul d'ailleurs à le faire publiquement de cette manière très franche, mais l'organisation n'a pas fait grand-chose, et même le ministère des Moudjahidines et tous ceux qui sont ce qu'on appelle en Algérie la famille révolutionnaire, qui nous attaquent à chaque fois lorsqu'on évoque certaines questions qui un peu, disons, heurtent leur sensibilité nationaliste, patriotique, etc. Mais là, lorsqu'il s'agit d'une question aussi importante, ils se taisent tous. C'est un silence incroyable. Merci Faisal Mattawi, en espérant vous revoir bientôt. Aboud Hicham, selon vous, je viens de poser la question à Faisal Mattawi. Et si je vous disais que c'est la France qui a pris la décision, vous répondriez comme lui que vous ne pensez pas que ça puisse aller aussi loin? Aujourd'hui, ça a été dit sur les différentes chaînes françaises qui couvraient le défilé du 14 juillet. C'est le président Hollande en personne qui avait veillé sur les préparatifs, et c'est lui qui a adressé les invitations à 80 pays. Non, la décision de participation de l'Algérie. La décision de faire participer. Je termine, vous allez comprendre. Quand on dit que c'est le président Hollande qui a veillé en personne et qui a annoncé les invitations, le président Hollande adresse son invitation au président Bouteflika, pas aux 3 soldats algériens. On est d'accord. Et le président Bouteflika instruit, et quand on dit président Bouteflika, c'est Saïd, hein. Donc, instruit le vice-ministre de la Défense et de l'état-major pour déléguer 3 soldats. Est-ce que vous pensez que la France, par le biais de son ambassade, va appeler 3 militaires algériens et leur dit venez, ramenez votre tenue et allez parader? Non. Est-ce que Gaïd Salah comme ça tout seul? Non. Il y a un chef qui est le commandant suprême des forces armées, c'est Bouteflika. Il ne faut pas se voiler la face. Ne lui cherchons pas quelconque excuse. D'accord? Mais Bouteflika n'est qu'une vitrine institutionnelle. Bouteflika instruit son ministre de la Défense. Le ministre de la Défense instruit le chef militaire concerné et à ce moment-là, on charge 3 militaires pour leur dire préparez-vous. Ils vont commencer à faire des entraînements de l'ordre serré, comme on dit, dans leur caserne. On les prépare et puis ils sont arrivés il y a 2 jours de cela. Alors, voilà. Et concernant la réaction, comme l'a souligné Faisal Mattawi, de la famille révolutionnaire des anciens Moudjahidines, des Chouhada. Oui,
Tu avais dit tout à l'heure, c'est du pipeau, tout ça. Cette famille révolutionnaire, elle ne s'offusque pas quand elle voit le secrétaire général du FLN créer une SCI et acheter des biens dans des quartiers luxueux de Paris. Une SCI Moi, j'ai les registres de commerce, hein. Oui. J'ai le cabis. Oui. J'ai le cabis de cette SCI, dans laquelle Saint-Denis et son épouse et ses enfants sont actionnaires. Et quand je dis bien, cette famille révolutionnaire ne s'offusque pas quand des enfants de moudjahidines, des enfants de martyrs sont contraints à l'exil en France, à aller demander l'asile politique, et j'en fais partie, d'accord, parce que l'indépendance et la liberté pour laquelle mon père s'était battu, ne m'a pas permis de pouvoir m'exprimer librement dans mon Algérie. Voyez-vous, cette famille révolutionnaire ne s'offusque pas quand son président se réunit à l'issue des Invalides avec son chef d'état-major de l'armée, son premier ministre, sous le portrait de François Hollande et du drapeau tricolore. Mais cette famille révolutionnaire ne s'offusque pas que son président aille se faire soigner au Val de Grâce en l'absence des accompagnateurs officiels. Cette famille révolutionnaire, où est-elle quand des notables du pouvoir envoient leurs femmes accoucher en France pour que leur progéniture bénéficie de la nation française grâce au droit du sol. Vous parlez de famille révolutionnaire. C'est une famille de pourris, c'est une famille de fous. Hicham Aboud, merci. Merci, Hicham Aboud, en espérant vous revoir bientôt. Cette émission est maintenant terminée. Azul Fillaoun, salam alaikum, à demain.